Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour un chapitre assez court qui parle de l'identité du parallélogramme. Donc on va rappeler cette identité dans un espace euclidien classique avec un niveau collège et lycée. Et puis ensuite on verra le rôle de l'identité du parallélogramme dans des espaces où il y a une forme bilinéaire symétrique et dans les espaces euclidiens, on en parlera aussi, on va peut-être pas le faire ici, dans les espaces hilbertiens. Donc, on considère un parallélogramme ABCD, là on ne va pas tout réexpliquer sur les parallélogrammes, mais faut quand même, on va supposer que c'est un vrai parallélogramme. Donc avec des points qui ne sont pas alignés, les côtés opposés sont parallèles, ce qui fait que les points sont coplanaires. Il admet un centre de symétrie, intersection de ces diagonales. Donc si je l'appelle O, ce centre de symétrie, il va être milieu de la diagonale AC et de la diagonale BD. Et de ça, on déduit que vecteur AB est égal à vecteur DC, que vecteur AD est égal à vecteur BC. L'identité du parallélogramme nous dit que AC carré plus BD carré, donc je fais la somme des carrés des diagonales, est égal à 2 fois AB carré plus AD carré, c'est-à-dire le double de la somme des carrés de deux côtés adjacents, si bien qu'en divisant par 2, la moyenne des carrés des longueurs des diagonales est égale à la somme des carrés de deux côtés adjacents. Théorème de la... Alors pour démontrer ça, on utilise le théorème de la médiane, donc je redémontre le théorème de la médiane. Théorème de la médiane, j'ai un triangle ABC, j'ai une médiane AO, donc O au milieu de BC, et j'ai AB carré plus AC carré qui est égal à BC carré sur 2 plus 2OA carré. Démonstration avec Pythagore, puis avec le vecteur. Avec Pythagore, c'est un peu long. AB carré est égal à H au carré plus HB carré. H, c'est le projeté de A sur BC. Alors, il peut être en haut, il peut être en B, il peut être en C. Donc là, il y a peut-être des triangles qui ne sont pas des vrais triangles, mais c'est pas grave. Ce que j'écris, c'est toujours vrai. AC carré égale à H au carré plus HC carré et AO carré égale à H au carré plus H au carré. D'où je déduis que AB carré plus AC carré égale 2AH au carré plus BH carré plus HC carré. Et comme AH au carré est égal à O au carré moins OH au carré, ça me fait ça. Alors là, si H n'appartient pas à la demi-droite OB, à ce moment-là, il va être sur la demi-droite OC, ben, j'inverse à ce moment-là B et C de façon à ce que O appartienne à la demi-droite OB. Je peux le faire, de toute façon le résultat il est symétrique en B et C. Donc je vais être dans cette situation-là ou celle-là. Quelle que soit l'une ou l'autre des situations, la longueur BH va être égale à plus ou moins OB moins OH. Ici ça fait OB moins OH pour BH, et ici OB moins OH, c'est moins HB. Donc j'ai ça. J'ai BH qui est égal à valeur absolue de OB moins OH. Par contre, j'ai toujours HC qui est égal à HO plus OC. HC qui est égal à HO plus OC. Ça, c'est un problème que je n'ai pas avec le vecteur. AB carré plus AC carré va donc être égal à BH carré, OB carré plus OH carré moins 2OBOH, plus HC carré, OH carré plus OC carré, plus 2OH-OC, plus 2OA carré, moins 2OH au carré. Les OH au carré s'en vont, les doubles produits aussi. Il reste que OB carré plus OC carré, plus 2OA carré. OB carré. Alors, donc ça me fait AB carré plus AC carré est égal à OB carré. Ben, OB, c'est la moitié de BC. Donc OB carré, c'est BC carré sur 4. Idem pour OC carré, qui est BC carré sur 4. Plus 2OA carré, ça fait donc BC carré sur 2 plus 2OA carré, c'est bien le résultat. Avec le vecteur, ça va être beaucoup plus court, j'ai AB plus AC qui est égal à 2 fois le vecteur AO, ça c'est parce que ça c'est un résultat bien connu, hein, comme O est milieu de BC, et je mets au carré, ça fait AB carré plus AC carré, plus 2AB scalaire AC qui est égal à 4 AO carré. AB moins AC, c'est AB plus CA, ça fait CB. Donc AB, quand je mets au carré, ça fait AB carré plus AC carré moins 2AB AC qui est égal à BC carré.
Donc, à partir de ça, j'ai 2ab carré plus ac carré, hein, qui va être égal, oui, j'ajoute en fait ces deux-là, voilà, qui va être égal à 4a au carré plus bc carré. Et donc, quand je divise par 2, ça fait ab carré plus ac carré, qui est égal à 2a au carré plus bc carré sur 2. Eh bien, c'est exactement ce que je voulais. Et maintenant, je peux facilement démontrer l'identité du parallélogramme, parce que dans ce parallélogramme, j'applique le théorème de la médiane au triangle ABD, par exemple. Je pourrais l'appliquer aussi à ABC, avec la médiane qui est, cette fois-ci, AO. Donc ça fait AB carré plus AD carré, qui est égal à BD carré sur 2, plus 2AO carré. Donc ça fait BD carré sur 2, plus, alors, le AO, c'est la moitié de AC. Donc au carré, ça fait AC carré sur 4, mais que multiplié par 2, ça fait ça. Et donc, ça me fait, en multipliant par 2, que BD carré plus AC carré est égal à 2 facteurs de AB carré plus AD carré. C'est exactement le résultat, l'identité du parallélogramme. Alors, nous voyons maintenant l'identité du parallélogramme avec une forme quadratique. E est un K-espace vectoriel, phi une forme quadratique sur E. Alors, phi de x plus y plus phi de x moins y égale 2 facteurs de phi de x plus phi de y, quel que soit x, y appartenant à E. Démonstration. Alors, on ne va pas refaire le chapitre sur les formes bilinéaires symétriques. Les formes quadratiques, elles sont associées à une forme bilinéaire symétrique qui s'appelle la polaire de phi. Et on doit avoir phi de x est égal à f de x. Donc f, il faut que ça soit une forme bilinéaire symétrique, c'est-à-dire linéarité par rapport à la composante. Quand on prend f de xy, linéarité par rapport à x, linéarité par rapport à y, symétrie, f de xy égale f de yx. Phi de x plus y plus phi de x moins y va être égal à f de, alors on développe, hein, c'est f de x plus y, x plus y, plus f de x moins y, x moins y, puis on développe grâce à la linéarité. Donc ça nous fait f de xx, f de xy, f de yx, f de yy, f de xx, plus f de x moins y qui fait moins f de xy, plus f de moins yx qui fait moins f de yx, plus f de moins y qui fait plus f de y, et par simplification, on a tout de suite le résultat. On n'a même pas utilisé la symétrie de f de xy. Si E est un espace vectoriel pré-hilbertien réel, donc ça veut dire que f est une forme bilinéaire symétrique définie positive, à ce moment-là, on note comme ça sa norme, hein, qui est racine de f de xx, parce que justement ça c'est toujours supérieur ou égal à 0, bah, l'identité du parallélogramme va s'écrire, parce que c'est ça finalement c'est phi de x au carré. Non, c'est racine carrée de phi de x. Voilà. Donc ça veut dire que phi de x est égal à norme de x au carré. Donc phi de x plus y, c'est x plus y au carré, plus phi de x moins y, norme de x moins y au carré, est égal à 2 phi de x, bah, et norme de x au carré, plus phi de y, norme de y au carré. Voilà. Alors c'est en particulier vrai quand l'espace est de dimension finie, ce qu'on appelle un espace euclidien. Alors maintenant, et c'est surtout ça qui va nous intéresser, c'est la réciproque de cette propriété. Si on a une norme sur un espace vectoriel. Alors une norme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est positif, n de x est supérieur ou égal à 0. C'est nul si et seulement si x est égal à 0. Et puis n de l'inégalité triangulaire, n de x plus y est inférieur ou égal à n de x plus n de y. Et puis enfin, la linéarité n de lambda x est égale à valeur absolue de lambda n de x. Voilà. Donc là, on prend un R espace vectoriel avec sa norme, et on suppose qu'il vérifie l'identité du parallélogramme, c'est-à-dire que n de x plus y au carré plus n de x moins y au carré est égal à 2 n de x au carré plus n de y au carré, et ça, quel que soit x, y appartenant à E.
alors E est un espace pré-hilbertien réel pour cette norme. C'est-à-dire que, alors pour cette norme, la norme détermine la forme bilinéaire symétrique qui ne peut être que f de xy égale 1 demi de n de x plus y au carré moins n de x au carré moins n de y au carré. Hein, parce que quand on a une forme bilinéaire symétrique, on a forcément f de xy qui est égal à 1 demi de phi de x plus y moins phi de x moins phi de y. Bon, là le problème, ça va être de démontrer que f est bien bilinéaire symétrique défini positif. Voilà, c'est ça qu'il faut démontrer. Alors pour simplifier l'écriture, au lieu de f de xy, on écrira comme ça, et au lieu de n de x, on écrira la norme. Voilà. Donc, alors on peut commencer la démonstration déjà et démontrer qu'elle est forcément définie positive. D'abord, remarquons que, alors c'est pas produit scalaire, même si on pourrait l'appeler comme ça, f de xx en tout cas est égal à 1 demi de, j'applique la règle du parallélogramme, hein. Donc 1 demi de norme de x plus y de x plus x, j'ai pris y égale x. Donc de norme de x plus x au carré moins norme de x au carré moins norme de y au carré, ça devient moins norme de x au carré. Ça fait 2x. Et la norme de 2x, c'est 2 fois la norme de x, justement parce que c'est une norme. Donc ça fait 4 normes de x au carré, moins 2 normes de x au carré, ça fait 2 normes de x au carré, ça fait norme de x au carré. Bah, évidemment, c'est exactement ce que je voulais avoir. Mais là, en plus, comme n est une norme, ça c'est positif. Et c'est nul si et seulement si, ça est égal à 0, si et seulement si, norme de x est égale à 0, c'est-à-dire x égale 0, parce que ça aussi, c'est dans la définition de la norme. Donc là, on a bien quelque chose, f de xy en l'occurrence, qui est bien défini positif. La symétrie est évidente, parce que f de xy, c'est 1 demi de ça, d'accord ? Et ça, c'est exactement 1 demi de ça, bien sûr. Donc c'est bien yx. Alors, il nous reste à démontrer la linéarité, et ça, c'est difficile, voire très difficile. Et donc on va voir qu'il y a plusieurs étapes, et notamment un lemme qui est assez long à démontrer. Lemme qui nous permettra de prouver le théorème qu'on veut démontrer après. Donc si U est une application de l'espace vectoriel normé E vers R borné sur B01 et vérifiant U de x plus y est égal à U de x plus U de y, quel que soit xy appartenant à E. Alors elle est linéaire et continue. Donc il nous reste à démontrer que U de lambda x est égal à lambda U de x, quel que soit lambda appartenant à R, soit x appartenant à E. U de 0 plus U de 0 est égal à U de 0 plus 0 égale U de 0 plus U de 0. Donc, alors ça j'utilise ça, hein, U de 0 est égal à 0. U de 0, ça c'est le réel, x est égal à U de 0 et donc égal à 0 est égal à 0 U de x. De plus, U de 1x est égal à U de x est égal à 1 U de x. Donc on va supposer U de nx égale n U de x pour n appartenant à n, hein, c'est déjà vrai à l'ordre 0 et 1. Eh bien, U de n plus 1x et U de nx plus x, donc ça fait U de nx plus U de x, donc ça fait n U de x plus U de x, n plus 1 U de x. D'après le théorème de récurrence, puisque la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, elle est toujours vraie. Pour n appartenant à n. Maintenant, si je prends p appartenant à z négatif, donc n égale moins p appartient à n, nx plus px est égal à 0, U de nx plus px est égal à U de 0 égale 0, donc U de nx plus U de px va faire 0, donc U de px est égal à moins U de nx égale moins n U de x, puisque la propriété est vraie pour n appartenant à n, égale p U de x. Voilà, donc c'est vrai aussi pour les entiers négatifs. Si lambda appartenant à q, eh bien, il est de la forme p sur q, où pq appartient à z croix n étoile, et donc, toujours avec mon x là, hein, y égale p sur qx, bah, je vais avoir qy égale px, et donc U de py
égale U de QX, donc PU de Y égale QU de X. Oui, parce que ce que je démontrais pour N appartient à Z, c'était vrai quel que soit X. Donc là, j'ai le droit de l'appliquer à X et puis à Y. Et donc, je trouve que U de Y est égal à Q sur PU de X, c'est-à-dire lambda U de X. Et donc, c'est gagné quand lambda appartient à Z. Il n'y a plus que le cas lambda appartenant à R. Soit X appartient à E, X différent de 0, N appartenant à N étoile, il existe R appartenant à Q, tel que valeur absolue de lambda moins R est inférieure ou égale à 1 sur N valeur absolue de X. J'ai le droit de le prendre ça parce que X est différent de 0, N est différent de 0, et on a ça parce que Q est dense dans R. Soit Y égale N lambda moins R X. Donc sa norme est égale à N, valeur absolue de lambda moins R, valeur absolue de X. Elle est bornée sur B01, donc il existe A positif tel que norme de Z inférieure ou égale à 1 implique que valeur absolue de U de Z est inférieure ou égale à A. Donc la norme de Y inférieure ou égale à 1 implique que valeur absolue de U de Y est inférieure ou égale à A. Donc N, alors U de Y c'est, je ne sais plus où j'ai, c'est ça. Donc c'est N, ça j'ai le droit, c'est U de ça, hein, qui en valeur absolue doit être inférieur ou égal à A. Mais U de ça c'est N U de ça, d'accord, qui est inférieur ou égal en valeur absolue à A. Soit bêta n égale U de lambda moins R X moins lambda moins R U de X. Je vais démontrer que ça fait 0, ça. Ça dépend a priori de n, car R dépend de n. Bêta n est égal à valeur absolue de U de lambda moins R X plus R U de X moins lambda U de X. Là, j'ai le droit de le faire. Mais comme R appartient à Q, R U de X est égal à U R de X. Donc ça... et ça plus ça fait U de lambda x. Donc bêta n finalement est égal à valeur absolue de, puisque j'ai rangé ces deux-là ensemble, U de lambda x moins lambda U de x. Et là c'est constant, indépendant de n, ça c'est très important. Bêta n qui est ici est inférieur ou égal à la somme de ces deux valeurs absolues. Il y en a une qui est inférieure ou égale à A sur n. Je ne sais plus laquelle des deux d'ailleurs, mais ça doit être la première. A sur n, on va dire, oui, ça, je vais passer n de le côté, donc c'est A sur n. Quant à la deuxième, je vais utiliser le fait que lambda moins R en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 sur n norme de x. Donc ça fait valeur absolue de x sur n norme de x. Ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc bêta n qui était constante envers 0, donc bêta n est égal à 0. Donc ça veut dire que ça, c'est toujours égal à 0. Alors ça ne m'intéresse pas, c'est plutôt celui-là. Et donc celui-là, ça me dit que U de lambda x est égal à lambda U de x pour tout x différent de 0. Comme ça reste vrai pour x égale 0, parce que ça fait U de 0 égale 0, U de 0 égale 0. C'est donc toujours vrai, quel que soit x appartenant à E, et donc U est linéaire il y avait déjà l'addition, maintenant il y a la multiplication par lambda. Elle est linéaire et elle est bornée sur la boule 0,1, donc elle va être continue. C'est le cours de topo, mais on peut le redémontrer. Il existe A positif tel que norme de x inférieure ou égale à 1 implique que valeur absolue de U de x est inférieure ou égale à A. Si x appartient à E et x différent de 0, la norme de x sur norme de x, ça va être norme de x sur norme de x, ça fait 1. Donc ça appartient à B. Donc U de ça, valeur absolue, est inférieure ou égale à A. Et ça, c'est U de x sur norme de x. Donc U, valeur absolue de U de x, va donc être égale, inférieure ou égale à A, et je remonte celui-là, valeur absolue de x. Quel que soit x différent de 0, qui reste vrai pour x égale 0, puisque U de 0 est égal à 0, et que norme de 0 est égal à 0. Donc c'est vrai ça, quel que soit x appartenant à E, ce qui veut dire que U est lipschitzienne. Donc continue. Alors ça, on peut aussi le redémontrer. Quel que soit x0 appartenant à E et epsilon positif, la norme de x moins... Si je prends x appartenant à E tel que norme de x moins x0 est inférieure ou égale à epsilon sur A, je vais avoir valeur absolue de U de x moins U de x0 qui est égale à U de x moins x0 en valeur absolue. Ça va être inférieur ou égal à A valeur absolue de x moins x0, mais comme lui est inférieur ou égal à epsilon sur A,
ça sera inférieur ou égal à epsilon. Donc quel que soit x0, quel que soit epsilon, j'ai trouvé une u telle que valeur absolue de x moins x0 inférieur à nu implique que u de x moins u de x0 en valeur absolue est inférieur ou égal à epsilon. Donc u est continu en x0, quel que soit x0 appartenant à E. Et donc u est continu sur E. Je termine la démonstration maintenant. Donc on rappelle que n est une norme sur E, que je note comme ça, qui vérifie l'identité du parallélogramme. Il nous reste à prouver que sa polaire, donc xy, c'est norme de x plus y au carré moins norme de x au carré moins norme de y carré sur 2. Il faut démontrer qu'elle est linéaire quand on fixe x, linéaire par rapport à y. J'appelle u cette application qui va de E vers R. Donc on montre d'abord ça, en posant ça, qui nous fait ça. Donc alpha, ça va être ça, et ça, c'est, j'applique la formule que je viens d'énoncer, ça nous fait x plus y plus z au carré moins x, norme de x au carré moins norme de y plus z au carré, divisé par 2, mais comme c'est x2, il n'y a pas de dénominateur. Idem pour ça, idem pour ça. Et donc, après simplification, je trouve ça. J'applique la règle du parallélogramme avec ça, en constatant que ça peut s'écrire a plus b, et que ça, c'est a moins b. Donc ça fait 2 norme de a au carré plus b carré, et donc ça fait 2 x, norme de x plus y plus z au carré, plus 2 norme de x au carré. Je refais ça avec cette fois-ci a et b, d'accord? Et là j'ai a plus b, a moins b, et donc ça nous fait 2 x plus norme de x plus z au carré, plus norme de x plus y au carré. Je soustrais les deux, et j'obtiens donc ça moins ça, qui est égal à ça moins ça, et je divise par 2. Donc ça nous fait ça. D'accord? Et ça, je compare avec alpha qui est ici, et je trouve que c'est alpha plus norme de y plus z au carré, moins norme de z au carré, moins norme de y au carré. En faisant passer ça de l'autre côté, j'obtiens tout de suite que alpha est égal à ça. Alors ça fait 0, parce que y plus z au carré plus y moins z au carré, ça fait norme de... c'est la règle du parallélogramme. Hein. Donc ça fait 2 norme de y au carré plus norme de z au carré. Donc si je divise par 2, ça, c'est égal à ça sur 2, donc par soustraction, ça fait 0. Alpha est donc toujours égal à 0, mais alpha, c'était ça. Donc ça veut dire que ça, c'est toujours égal à 0. Donc u de y plus z est toujours égal à u de y plus u de z, quel que soit y, z appartenant à E. De plus, u de y, c'est f de xy, donc c'est égal à ça. Et ça, je peux dire que norme de x plus y, c'est inférieur ou égal à norme de x plus norme de y. Donc au carré, ça va être inférieur ou égal à ça. Je développe, les normes s'en vont au carré, il va me rester 2 normes de x, norme de y sur 2, donc ça fait ça, quel que soit y. Si je prends norme de y inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire y appartenant à la boule de centre 0 et de rayon 1, ça va être inférieur à norme u de y, c'est un nombre réel. Hein. Il est inférieur ou égal à norme de x. Si je prends z égale moins y, u de y plus u de z, j'applique ça, j'ai le droit de l'appliquer. Hein. Ça nous fait u de 0 qui est égal à 0, ça on l'a déjà vu. Et donc ça nous fait que u de moins y est égal à moins u de y. Bon, eh bien si y est inférieur ou égal en norme à 1, norme de moins y qui est égale à norme de y va être aussi inférieur ou égal à 1. Donc je peux appliquer ça. D'accord? Et ça me donne que moins u de y, toujours un nombre réel, inférieur ou égal à norme de x. Donc j'ai u de y qui est entre ça et ça. Donc sa valeur absolue va être inférieur ou égal à norme de x, qui veut dire que u est borné. Il est borné, et puis il vérifie ce qu'on a démontré avant, hein. Et donc de ça, on en déduit que u est linéaire d'après le lemme, et donc xy est une forme linéaire symétrique. Le résultat reste vrai si k égale c. Il faut voir Dieudonné, annuellement d'analyse, Masson, tome 2.